Bonjour et bienvenue sur le plateau des Grands Entretiens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gwenola Joly-Coz, première présidente de la Cour d'appel de Poitiers, cofondatrice de Femmes et Justice et auteure d'un livre éponyme, Femmes de Justice, que je vous présente et qui sort dans les jours qui viennent. Gwenola Joly-Coz, bonjour. Bonjour. Alors, je vous pose une première question. Je viens de vous présenter, mais qui êtes-vous derrière cette présentation ? Alors, d'abord, je dirais que je suis une juge. Depuis plus de 30 ans, je suis magistrate, avec un parcours professionnel très diversifié, à la fois de terrain, mais aussi de centrale, comme on dit chez nous. Et donc, cette identité professionnelle est vraiment fondatrice pour moi. Mais bien sûr, je ne suis pas que cela. Parce que la vie est complexe, et donc je suis à la fois juge, mais aussi femme, mère, amie, et avec ces identités, on fait aussi une identité professionnelle. Et dans quel sens vous diriez cela ? Je pense que globalement, notre expérience sociale, sociologique, anthropologique quasiment, de chacun en fonction de nos expériences, font de nous des juges différents. Les juges ne sont pas des petits pois, comme on a pu les appeler. Les juges ne sont pas tous identiques, ils n'ont pas tous les mêmes pratiques professionnelles, pas tous les mêmes horizons. Et donc, c'est cette magistrature plurielle que je défends. Je pense que les magistrats ont besoin d'être une communauté de gens différents, avec des expériences du monde. Et en l'espèce, mon parcours professionnel m'a permis de voir le monde et donc d'en revenir sans doute différente. Vous avez une carrière de 30 ans et y a-t-il dans cette longue carrière maintenant des expériences qui vous ont plus marqué que d'autres ? Alors moi, ce que je dirais de mes expériences professionnelles, c'est les allers-retours qui m'ont marqué. Je ferai par exemple référence au fait d'avoir été juge d'instruction pendant longtemps, oui. Mais ensuite juge aux affaires familiales. Vous voyez, deux positionnements totalement différents entre l'inquisitoire et l'accusatoire, deux postures de juge extrêmement différentes, une qui cherche la vérité, l'autre qui cherche à comprendre ce qui s'est passé entre deux individus. Eh bien ça, par exemple, ça a profondément nourri mon identité de magistrat. Alors, d'où question, est-ce qu'on peut passer aussi facilement de l'un à l'autre ? Alors oui, je pense que c'est la grandeur du métier de magistrat. Je dis toujours aux jeunes gens qui veulent être juges, surtout, ne vous dites pas « je veux être juge des enfants absolument » ou « je veux être juge d'instruction ». Je crois que la grandeur de ce métier, c'est pouvoir justement passer d'une fonction à l'autre. Et quelle richesse que de pouvoir avoir des expériences professionnelles aussi différentes. Est-ce que le justiciable y trouve son compte ? En sens, est-ce qu'il n'a pas besoin d'un peu de spécialisation du magistrat pour pouvoir répondre à la demande judiciaire qui est la sienne, qu'on soit à l'instruction, en famille, qu'on soit dans le monde des affaires. Alors je pense qu'il ne faut pas oublier que la magistrature, c'est peu de monde. C'est 8500 magistrats en France. Donc penser qu'on puisse être spécialisé est quand même sans doute une illusion. Il faut des magistrats sur l'ensemble du maillage territorial français et il faut bien des juges des enfants à Niort et des parquetiers à Sarreguemines. Donc il faut que nous puissions passer de l'un à l'autre. Ça n'est pas qu'une richesse pour les magistrats, c'est aussi une richesse pour les avocats et pour les justiciables, d'avoir des magistrats qui n'ont pas vécu qu'un seul côté de la magistrature. Vous voyez, par exemple, que le parquet ou que le siège. Ou par exemple, que l'inquisitoire ou que l'accusatoire. Dans votre expérience, préparant cet entretien, vous évoquiez votre passage en Outre-mer. Et vous me disiez que ce passage vous avait beaucoup marqué. Pourquoi ? Alors c'est vrai qu'avoir été magistrate Outre-mer m'a beaucoup marqué. Bon, j'ai choisi, il faut le dire, deux Outre-mer très éloignés et très atypiques, la Guyane et Mayotte. J'y ai passé 7 ans en tout. Et je dois dire que la découverte de ces territoires si différents, avec des règles sociales très complexes, difficiles à comprendre quand on n'en est pas issu, eh bien, m'a fait me poser beaucoup de questions sur mon positionnement de juge. Vous voyez, un peu juge d'ici qui exerce là-bas, et juge là-bas avec les règles d'ici. Et qu'est-ce qu'il y a de si particulier, par exemple, à Mayotte ? Alors à Mayotte, on peut dire que tout était particulier, puisque c'était l'application du statut civil de droit local, protégé par la Constitution, mais qui faisait qu'un juge de la République pouvait être surpris. Par exemple par la polygamie, la répudiation, l'inégalité successorale, ou celle que je préfère, l'inégalité testimoniale. Le témoignage d'une femme valait 2 fois moins que le témoignage d'un homme. Venons-en à Femmes de Justice. Vous avez une carrière bien remplie, mais vous êtes une femme plurielle et vous cofondez cette association. Vous êtes aujourd'hui l'auteur de cet ouvrage. Première question, d'où vient cette initiative de créer cette association Femmes de Justice ?
Alors la création de Femmes de Justice, de l'association Femmes de Justice, elle est liée à la fois à mon histoire personnelle, mais aussi à une sorte d'histoire collective qui était en train de s'écrire à ce moment-là. Alors, histoire personnelle. Alors personnelle d'abord parce que je m'étais rendu compte au fil des dernières années, à la fois par mon exercice pratique de juge d'instruction, de juge aux affaires familiales, mais aussi par mes expériences en administration centrale, puisque j'avais été à l'inspection générale de la justice pendant plusieurs années, que ces questions étaient quand même très à l'œuvre et que la conversation mondiale percutait directement mon exercice professionnel. Et c'est là où je m'étais dit, bon, il faut que nous parlions de ces questions. À l'époque, on est en juin 2014, quand je crée cette association, on peut dire que la question de la féminisation de la magistrature, par exemple, était une sorte d'impensé au ministère, qu'il n'y avait encore aucune production intellectuelle sur ce sujet, et ça me semblait très regrettable. Et donc, personnellement, je me suis dit, il faut que nous franchissions une étape. Pourquoi c'est un sujet? Parce qu'après tout, un magistrat, que ce soit un magistrat homme, un magistrat femme, c'est un magistrat. Il a reçu la même formation que les autres, ça ne change rien. Dans le livre que vous avez bien voulu montrer, j'ai créé une fiche dédiée spécifiquement à ce que j'appelle, à ce que j'ai appelé le féminisme ministériel. Alors, et voilà, je trouve intéressant de vous en parler parce que je crois que vraiment, quand on crée l'association Femmes de Justice en 2014, il se passe quelque chose. Il y a un mouvement collectif qui est à l'œuvre. Quel est-il? Eh bien, dans tous les ministères, petit à petit, les uns après les autres, l'envie, la nécessité, quelque part, des femmes de se regrouper s'est fait jour. Ça a commencé au Quai d'Orsay, où Femmes et Diplomatie a été créé. Puis au ministère de l'Intérieur, où Femmes de l'Intérieur s'est créé. Et puis Femmes et Justice, puis ensuite Femmes de Bercy, Femmes des ministères sociaux. Enfin, vous voyez, tous les ministères ont subi le même phénomène. Et je crois que ça n'est pas rien que de rappeler que ce mouvement, en fait, était un profond mouvement collectif dans la fonction publique. Alors, question, parce que vous dites qu'il y a un sujet qu'il faut traiter. Est-ce que le premier sujet, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès aux fonctions, ou est-ce que l'autre sujet, ou peut-être que les deux d'ailleurs sont complémentaires, c'est l'exercice féminin des fonctions, et y a-t-il une différence entre le masculin et le féminin dans l'exercice de fonctions publiques? Alors ce sont bien deux sujets différents. Alors le premier sujet, il met en œuvre la dialectique mixité-parité. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'un corps qui devient féminisé va aboutir à la féminisation des fonctions de responsabilité? Et là, la réponse est claire. Non. Il n'y a pas de phénomène, comme souvent le disent les hommes, mécanique, automatique, mathématique, ça va se faire tout seul. Alors non. La preuve, la magistrature en est la démonstration exemplaire. 71% de femmes aujourd'hui dans la magistrature et pourtant seulement 25% de femmes en responsabilité. Donc on voit bien que la mixité d'un corps n'aboutit pas automatiquement à la parité. Alors ça nous amène à de grands sujets de conversation sur comment faire pour qu'il y ait plus de femmes en responsabilité. Ça, on va y revenir après, mais l'autre sujet, l'exercice féminin des fonctions publiques, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui a du sens ou c'est une absurdité? Alors je suis très opposée à la notion d'exercice féminin d'une profession. Mais pourquoi? Parce que je suis opposée à l'essentialisation. Je ne pense pas qu'il y ait des qualités masculines et des qualités féminines. Je ne pense pas que les hommes soient faits pour s'occuper du budget et les femmes des ressources humaines. Je ne pense pas que les hommes soient autoritaires et les femmes empathiques. Voilà, je ne pense profondément pas cela. Parce que ça, c'est les biais de genre, les stéréotypes. Et tout ça, ça nous enferme tous dans la conversation sociale. Donc je crois qu'il faut vraiment profondément lutter contre l'essentialisation qui nous amène à un autre piège, le piège de la complémentarité. Un homme et une femme, c'est formidable parce qu'ils n'ont pas les mêmes qualités et donc ensemble, ils seront meilleurs. Non, je ne crois pas à cela et je ne crois donc pas qu'il y ait un exercice féminin de la magistrature. Donc on revient au premier sujet qui est l'égalité homme-femme. Donc on a compris, et de toute façon ce sont des faits, dans les fonctions de responsabilité, les femmes sont minoritaires alors qu'elles sont plutôt majoritaires quand elles entrent dans la fonction. Pourquoi? Parce que je vous pose la question, après tout on peut se dire qu'on est dans un univers public, il y a quand même une culture d'égalité qui règne et pourtant ça n'est pas le cas. Alors vous avez raison, dans la fonction publique, on pense que tout est joué, que les règles sont toutes les mêmes, qu'il y a des critères qui vont s'appliquer indifférenciellement aux hommes et aux femmes. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que ces critères, ils sont profondément défavorables aux femmes, de manière structurelle en réalité. Lesquels alors? Une illustration, la mobilité géographique. Oui. Voilà. La mobilité géographique est un critère très important dans la magistrature française pour pouvoir faire un parcours de prise de responsabilité notamment. Or, la mobilité géographique pose un certain nombre de problèmes, aux hommes comme aux femmes bien sûr, mais ils ne vont pas y répondre de la même façon. La mobilité, c'est le seul blocage, il n'y a que ça? Alors, pour les carrières des femmes dans la magistrature, la question de la mobilité géographique est un sujet important, mais le deuxième sujet, c'est vraiment la question chez nous du cursus honorum.
C'est-à-dire qu'il est question d'avoir un petit tribunal, un moyen tribunal, puis un grand tribunal avant d'accéder peut-être un jour à une cour. Donc ce système en fait est très défavorable aux femmes parce que le premier poste, il faut le prendre assez rapidement pour pouvoir espérer gravir tout l'escalier. Et souvent cette première étape en fait, elle va se percuter avec la période que j'appelle la décennie des bébés. Quand on devient magistrate, on a 28 ans, 29 ans, on a fait de longues études, on a passé un concours difficile et donc va naturellement commencer une période familiale qui va commencer par les grossesses. Et ça va occuper les jeunes magistrates pendant environ une décennie. Et les hommes qui, pendant ce même temps, vont aussi construire leur famille, mais eux ne vont pas avoir ni les grossesses, ni la charge inégale de la domesticité, vont pouvoir partir s'occuper de leur carrière et donc franchir cette première étape fondamentale. Il n'y a que ça, parce que moi, quand on préparait cet entretien, on m'avait dit qu'il y a aussi une tendance des femmes à s'auto-censurer. Eh oui, alors ça c'est la grande question du plafond de verre. C'est-à-dire comment les femmes s'auto-limitent elles-mêmes. C'est-à-dire les mécanismes leur sont défavorables, mais en plus dans le système elles vont s'auto-limiter. Ça vous l'imputez à la psychologie féminine ou au système? Alors il n'y a pas de psychologie féminine. Nous avons déjà parlé d'essentialisation tout à l'heure. Il n'y a pas de psychologie féminine. Il n'y a pas de qualité féminine. Il n'y a pas d'éternel féminin. Il y a des êtres humains qui sont des hommes ou des femmes profondément égaux et qui doivent avoir les mêmes possibilités dans le monde. Voilà ce que nous demandons. Rien de moins. Cette autocensure, est-ce que vous l'imputez à un système d'éducation? Bien sûr, tout est systémique. Mais le plafond de verre, qui est vraiment une grande notion qui a été explicitée ces dernières années, c'est vraiment la mise en œuvre de tout ce système qui va empêcher les femmes, notamment de se sentir capables d'exercer des responsabilités. Alors se sentir capable, c'est vraiment l'autolimitation. Elles vont vous dire immédiatement, mais moi les fonctions d'autorité je n'aime pas, ou moi la prise de parole en public je n'aime pas, ou moi la mobilité géographique je ne pourrais m'y contraindre, moi la surprésence par exemple, les réunions de 19h. Elles vont vous dire non, moi les réunions de 19h c'est un problème pour moi, je ne veux pas, donc je ne vais pas candidater à des postes où je pense que je vais trouver ce système. Et donc je prétends moi que nous devons changer le système. Donc les hommes magistrats ne sont pas des grands modernes. Alors les hommes magistrats, d'abord ils ont tous les postes. C'est déjà ça qui est intéressant pour eux. C'est qu'ils arrivent dans la magistrature, ils sont finalement en chiffres très peu nombreux, mais en réalité on s'aperçoit que statistiquement c'est eux qui ont tous les postes. Ils sont tous aujourd'hui procureurs de la République, ils sont tous aujourd'hui directeurs d'administration centrale. Donc tout va bien pour les hommes dans la magistrature, ne vous faites pas de soucis pour eux. Mais ça c'est un problème qui, je dirais, excède celui de la magistrature. C'est un problème qu'on rencontre également dans le privé. Est-ce qu'on peut quelque chose dans la magistrature ou est-ce qu'on n'y peut rien? Est-ce que la solution ne vient pas du corps social plutôt que des règles propres à la promotion des magistrats? Mais on ne peut jamais rien sur les choses. On peut toujours agir. Et donc, il y a de nombreux leviers qui sont à l'œuvre. Alors, à la fois d'abord des leviers structurels, sociaux, éducatifs, l'égalité profonde entre les femmes et les hommes, et la lutte contre l'essentialisation, les stéréotypes et les biais de genre. Ça, c'est un substrat social, en fait, qu'on pourrait décider de changer déjà tous ensemble. Est-ce qu'on pourrait imposer, après tout, une parité ou une quasi-parité dans l'exercice des fonctions de responsabilité? Alors, avant d'utiliser le verbe imposer, on pourrait déjà essayer de changer les règles, tout simplement, et de voir comment les hommes et les femmes réagiraient à un changement de règles. Je pense à la mobilité géographique. Pourquoi ne pas dire qu'il est possible de faire un parcours professionnel de prise de responsabilité sans avoir à traverser la France et l'outre-mer, comme je l'ai fait moi-même, pour exercer non pas que des responsabilités, mais aussi avoir des endroits où l'on peut faire avancer sa pensée. Je crois fondamentalement important que les femmes soient en responsabilité aussi pour qu'elles puissent elles-mêmes dire ces sujets-là doivent être mis à l'ordre du jour.